Allô? Allô? Bon midi pour moi, bonsoir pour vous autres. Allô Alex, allô Julien, ça va bien? Très bien, ouais. Ça va super bien. Oui, excellent, vous êtes en forme? Top shape! Oui, Top shape en vacances, là? Ouais, en finalement, vacances. top shape, en vacances. On profite là. On a fini une grosse saison il y a 2, 3 jours à travailler, 4, 5 mois. Donc là, on profite. Finalement, on est loose. Oui, un endroit, mon Dieu, que tout le monde idéalise, tout le monde rêve d'aller en Italie, donc rien de moins. Alors, je vous souhaite vraiment des belles vacances. Honnêtement, ça va faire du bien après une saison intense. Puis en même temps, ben, bienvenue sur le podcast. Bienvenue à Go Wild. Ouais, notre premier podcast. Ben, c'est ça. Yeah. Premier podcast à vie, pour vrai? Ouais. Ouais. Ben, vous avez participé, c'est ça, à beaucoup d'entrevues de capsules vidéo. Mais OK, premier podcast, ça, je savais pas par contre. Ouais, premier podcast. Premier live, genre. Donc, Ouais. on a fait une couple de petites web-séries, des petites capsules, des trucs à gauche, à droite, mais podcast, c'est notre baptême. Mais bon. Ouais. OK. Alors, ça va bien aller, je suis pas inquiète. Puis, tu sais, juste pour parler un petit peu de ce que vous faites, de qui vous êtes, donc Alexandra, Julien, vous êtes connus de par votre blog qui s'appelle Andra Aloha, qu'on peut retrouver sur Facebook. On vous suit aussi sur les Instagram où vous partagez votre épopée voyage depuis ses débuts. J'ai vu, en fait, votre première vidéo que vous avez postée où que vous étiez à votre départ. Je trouvais ça magnifique. Donc, vous êtes un petit bout. Vous êtes un couple, ça fait quoi, 11 ans que vous êtes ensemble, puis vous aviez ce rêve-là de partir, de faire un gros voyage, quelque chose que vous avez matérialisé. Ça va faire maintenant 3 ans que vous êtes partis, vous avez exploré toutes sortes de choses, vous êtes partis dans votre première partie de voyage en voilier, donc avec votre voilier. Pendant 8 mois, ensuite, pris l'avion, voyagé un peu partout dans le monde. Et là, dernièrement, vous avez fait partie d'un équipage bateau. Donc, vous allez pouvoir nous parler de tout ça, de toutes ces belles façons de voyager-là. Donc, encore une fois, bienvenue. Bien excité de vous avoir sur le podcast. Ben oui, merci. On avait hâte de tous te raconter ça. En tout cas, ton résumé, ça sonne bien comme trip. De se le faire coller par quelqu'un d'autre, c'est beau. C'est beau. Mais ouais, ça remémore ce qu'on a fait un peu depuis le début. Ben oui, mais là, écoute, j'aimerais ça peut-être vous laisser vous présenter. OK, donc peut-être dire qui vous êtes, puis c'est quoi Andra Aloha en gros. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, commence. OK. Bon, ben moi, Alexandra, j'ai 35 ans et j'ai toujours fait... je viens en fait de Longueuil, de la Rive-Sud. Et bon, j'ai toujours fait un peu ce que j'avais le goût de faire. Donc, j'ai étudié en danse. Après ça, j'ai eu un coup de cœur pour le maquillage artistique. J'ai étudié en maquillage artistique. Après, j'ai eu le goût de travailler en paysagement. Donc, le paysagement, j'ai travaillé 2 ans là-dedans. Après ça, j'ai travaillé pour une école de danse. Bref, j'ai toujours eu plein de différents sujets, différentes carrières qui m'ont attirée. Puis, je me suis toujours lancée pour réussir à le faire. Puis, avant de partir, je travaillais pour une compagnie de vêtements au Québec, qui s'appelle Blank. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 4 ans avant qu'on parte. Oui. Puis, je vais laisser Julien dire ce que lui faisait, mais en gros, Andra Aloha, quand on a décidé de créer ça pour notre trip qu'on voulait faire, ben on s'est dit Andra Aloha, ça va être une invention. En fait, c'est une invention de Julien. Il y a eu une idée pour appeler notre bateau Andra Aloha pour Alexandra et Aloha, bonjour en hawaïen, donc Andra Aloha. Et on s'est dit Andra Aloha, ça va être découvrir la terre via la mer. Donc, vu qu'on partait en bateau, on s'est dit que c'était une bonne description pour Andra Aloha. Tellement. Je l'aime tellement cette phrase-là, découvrir la terre via la mer, puis on aura l'occasion d'en parler, de ce que ça vous a fait découvrir, mais anyways, je tiens à le dire, c'est beau. On en reparlera, mais c'est une autre manière de découvrir chaque pays, chaque ville. Arriver par l'eau, c'est différent. On en reparle. Donc, moi, de mon bord, c'est plus simple, en fait. Moi, il y a 15-17 ans, j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie. Puis, pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour mon oncle en rénovation générale. En 2013, j'ai 35 ans aussi, parenthèse.
Donc, en 2013, j'ai été travailler dans le nord du Canada. Ça a été un gros changement, genre mon petit coussin confortable dans ma vie, mettons. J'étais travaillé dans le nord du Canada, puis quand je suis revenu après un an, après toute l'expérience que j'avais eue, au lieu de retourner dans mon petit coussin de travailler avec mon oncle, j'ai décidé de partir de mon côté. Donc, j'ai eu ma compagnie en rénovation générale, construction résidentielle, un peu commerciale. Puis ben voilà, ça c'est ma compagnie. Puis Alex, ça m'aidait beaucoup pour tout ce qui est côté paperasse. Ça, c'était pas moi du tout. Moi, j'étais plus côté client, soumission, job. J'allais sur le chantier, je travaillais encore manuellement, mais bref. Donc, c'est une bonne équipe. Ouais, exactement. Good team. Puis ça, c'est les 4 dernières, pour moi, c'est les 4 dernières années avant de partir que j'ai eu ma compagnie. Donc, côté job, là, c'était à peu près ça. Excellent. Puis, je pense que c'est ça, c'est qu'avec tout ça, toi, tu baignais, Julien, depuis longtemps dans le milieu de la voile. C'était quelque chose que tes parents faisaient, puis tu as été initié, tu le dis, là. T'étais un kid sur l'eau, là. Puis, exactement. Tu as initié, dans le fond, Alexandra, un peu au milieu de la voile, parce que je pense qu'Alex, toi, t'en faisais pas du tout avant. Non, pas du tout. C'était un domaine qui m'était... ouais, je connaissais pas vraiment ça. Tu sais, oui, vacances au bord de la mer avec la famille, les parents et tout ça. Je sais que j'aimais l'eau, mais la voile, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Puis avec Julien et sa famille, depuis que je suis avec, là, à chaque été, on allait des fins de semaine, des week-ends. Puis là, ben, après, au fur et à mesure, année après année, ben, t'apprends, tu sais, t'apprends sur le terrain, là. C'était vraiment ça. T'apprends sur l'eau. Ouais. T'apprends sur l'eau, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai envie qu'on en parle, en fait, de ce rêve-là que vous aviez. Vous vouliez partir longtemps. Vous vouliez partir en voyage longtemps. Vous faisiez des fois des petits voyages ensemble. Vous aimiez voyager, mais là, vous aviez ce rêve-là. Fait que comment est-ce que vous avez réussi à le concrétiser? Parce que je pense que, c'est ça, Julien, tu avais un père qui voulait te permettre, tu sais, il voulait que tu investisses, là. Ça a été exactement. En gros, comme tu as dit plus tôt, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis d'aussi longtemps qu'on se souvienne, on voulait faire un gros trip. Puis, comme tu as dit, on fait des petits voyages de surf, des petits voyages, même des tout inclus avec des amis pour aller faire le party pendant une semaine. Bon, c'est une autre histoire. Puis, donc là, on voulait se faire un gros voyage, puis on en parlait. Puis moi, étant dans la construction, rénovation, il y a une manière quand même disons-le, de piler du cash qui est quand même faisable, c'est de faire un flip. Et pour faire un flip, pour acheter une maison, la rénover, la revendre. Puis mon père, à un moment donné, il me disait, tu sais, tu peux pas vraiment te tromper, étant donné que tu le fais toi-même, tu connais c'est quoi la patente, donc la ville, tu sais c'est quoi. Donc si tu le fais, ça peut faire un beau kick comme ça. Donc, mais ça prenait quand même des sous pour acheter une maison, une première maison, on s'entend. Puis mon père m'avait déjà, il m'a proposé un jour de me prêter un peu de sous pour un cash down pour une maison. Puis moi, ça m'était rentré dans une oreille, c'est pas sorti de l'autre, mais ça baignait entre les deux. Puis, à un moment donné, Alex, ça m'a dit, pourquoi on ne profiterait pas de cette opportunité-là que ton père t'a proposée? Donc, on l'a fait. On a acheté une maison que mon père nous a aidé à financer le cash down, par exemple. Puis, on l'a fait, donc, les 2 années avant de quitter, il y a 3 ans, donc ça fait, il y a 5 ans, on a acheté la maison pour la flipper de soir et fin de semaine, en même temps qu'on avait nos jobs, puis ma compagnie qu'on faisait à deux, etc. On l'a flippé. Ouais, exactement. Ouais. Le soir, fin de semaine, en habitant dedans, donc on habitait. Intense, mais vraiment cool à faire. Ouais. C'était cool, c'était vraiment nice. Puis c'est ça, on habitait dedans. Ça, c'est encore une fois, petite parenthèse, pour un flip, il y a des trucs qui vont pousser à faire plus de cash au moment de la revente, comme habiter dedans, par exemple. Bon, tu vis dans un chantier une fois de temps en temps, mais ça fait partie de la game. Donc, on l'a fait. Les 2 dernières années, on a vraiment habité la maison qu'on a rénovée au complet, de A à Z, la cour, du sous-sol à la toiture. Puis, on l'a vendu très bien en une journée. Vous étiez dû, là. C'était comme écrit. Le timing était fou. En une journée, on l'a vendu. Puis, on a eu le cash qu'on voulait pour tout préparer le voyage qu'on avait l'idée de faire de manière concrète à ce moment-là. Ouais, acheter le voilier. On a acheté le voilier. Voilier de mes parents, d'ailleurs. De ses parents. Donc, ça reste familial. Ça reste dans la famille.
c'est vraiment cool. Fait qu'on a pris soin de ce bateau-là. Puis on l'a acheté juste avant de partir. Donc, on le connaissait déjà. On avait déjà tu sais, on partait pas de zéro. Tu sais, on connaissait la maison flottante sur laquelle on allait habiter pour les 8 premiers mois. Mm-hmm. Puis ça l'a-tu été beaucoup de planification? D'abord, il faut que tu réduises un peu tous tes avoirs, tout ce que tu as, pour que ça rentre dans 5 fois plus petit. Là. Ça a été un très beau moment même. On en parle souvent aux gens qui nous le demandent. Tu sais, veux pas, on passe d'une maison, comme tu viens de dire, à un voilier 30 pieds. Donc, avec 2 sacs à dos, that's it. Fait qu'on n'a plus les garde-robes qu'on avait, on n'a plus le driveway pour avoir des autos, on n'a plus la maison pour mettre des meubles. Fait qu'on a tout vendu, donné et... on a jeté des trucs, le moins possible, mais c'est sûr que, on s'est défait de tout. On a vraiment gardé juste l'essentiel. Puis ça, c'est dans le processus de notre voyage. On trouvait ça important de justement essayer d'être le plus minimaliste possible, essayer de finalement se rendre compte que tout ce qu'on avait, c'était juste du superflu, du matériel qu'on utilise une fois, qui reste dans le sous-sol, qu'on n'utilise plus jamais. Fait que notre but, c'est vraiment là, de retourner à la base, d'avoir un strict minimum. Ça a vraiment été un bon feeling. Ça a été un bon feeling, ouais. On a comme les épaules qui ont monté. Wow! Tu finis ta journée et t'es passé d'une maison à un pack-sac avec un voilier, tu te dis, on va quand même vivre, tu sais, on n'avait pas besoin de tout ce qu'on avait. C'est ça, tu réalises à quel point tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux aussi, j'imagine, tu sais, ça te crée une certaine légèreté. Puis aussi, tu sais, autant dans le côté, du côté préparation, bon, se débarrasser de vos trucs, avoir moins. Au niveau de l'itinéraire, tu sais, ça, est-ce que c'était quelque chose que vous avez aussi dû planifier bien d'avance, regarder météo, regarder le moment optimal? Tu sais, ça s'est passé comment pour la planification de l'itinéraire? Ben, écoute, on est parti, les 8 premiers mois, ça a été en voilier. Oui. Donc, pour faire la raid du lac Champlain, côté États-Unis, bref, Plattsburgh, disons-le. De là jusque dans les Caraïbes, c'est quand même une saison précise. Donc, c'est l'hiver parce que l'été, en tout cas de août à octobre, c'est la saison des ouragans. Donc, pour ça, il fallait quand même partir à un moment précis. Mais je t'avouerais que pour le reste, on était assez random. Ça fait 3 ans qu'on voyage. Puis... C'est de la manière qu'on aime voyager aussi, là, de ne pas avoir rien de trop planifié. Puis, il n'y a pas un pays... le feeling, les rencontres qu'on fait. Fait que c'est sûr que pour le trip de bateau, on est allé chercher des informations auprès des gens qui l'avaient déjà fait ou qui avaient déjà de l'expérience un peu là-dedans parce que nous, on partait de zéro, mais on avait juste navigué sur le lac Champlain. C'est ça, une petite différence. Je m'en vais dans la cour des grands, là. Je m'en vais dans l'océan, je vais traverser longtemps, je vais faire des longues navigations. Fait qu'on est allé, c'est sûr, prendre des trucs d'un peu tout le monde. Mais après ça, comme je l'ai dit, quand on a laissé le bateau 8 mois plus tard, ben là, c'était qu'est-ce qu'on fait? Let's go, le monde est à nous, puis on y va avec qu'est-ce qu'on a le goût. Puis, j'ai envie de plonger un petit peu plus en détail dans ce fameux 8 mois en voilier parce que, comme vous l'avez dit, on part du lac Champlain puis là, on s'en va vraiment dans les Caraïbes. Fait que ça a été quoi vos différents arrêts? Puis, je suis curieuse aussi d'avoir un peu leur juste sur c'est quoi une vie de marin, c'est quoi de vivre sur un bateau, aller un peu plus en détail sur le real, on va parler real talk. Real talk. Real talk, c'est pas compliqué. Une vie sur un bateau, c'est complètement un autre genre de vie. Tout est différent, genre de tous les aspects de la vie, ça se fait pas de la même manière ou presque. Donc, en gros, on est parti du lac Champlain. On a descendu la Hudson River pour se rendre jusqu'à New York. À New York, première traversée en océan pour nous, donc longer la côte dans l'Atlantique pour se rendre à Cape May. Puis de Cape May, ben là, c'est en gros toute la côte est américaine. On a fait l'Intracoastal, qui est l'Intracoastal Waterways. Fait que c'est un chemin d'eau qui se fait à l'intérieur ou par la mer. Puis ça fait toute la côte des States Est. Donc, après les States de Floride, on s'est rendu dans les Bahamas pour ensuite faire Turks and Caicos, puis descendre jusqu'en République dominicaine
où le bateau y est en ce moment sur la côte nord de la République dominicaine, dans un petit village qui s'appelle Luperon. C'est vraiment... c'est un spot reconnu pour ça. C'est une baie entourée de montagnes. Donc, même si c'est dans le corridor des ouragans à chaque année, c'est quand même protégé. Ça peut couper de moitié les vents. Donc, c'est safe. Il est bien là. Jusqu'à votre retour, vous allez le reprendre, je pense, c'est ça, en janvier. Hein? Ça se peut-tu vous retourner? Ouais, en théorie, en janvier, on revient au voilier 3 ans et quelques plus tard. Donc, c'est fou! Ouais. Puis, bon, pour la vie sur le voilier, vivre sur l'eau, c'est magique. C'est vraiment magique, mais tout est un petit peu plus lent, plus long. Fait que c'est pas comme quand tu sors de chez vous, tu prends ta voiture, puis tu pars à l'épicerie ou tu te poses pas trop de questions, tu sais. Là, je pars avec mon bateau, je regarde la météo à pas chaque heure, mais pratiquement, là, tu sais, c'est toujours, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a une tempête qui s'en vient, les vents, dans quelle direction je peux aller si je veux utiliser juste les voiles puis je veux pas utiliser le moteur. Après, où est-ce qu'on va coucher ce soir? Faut être à l'abri du vent, faut être à l'abri des vagues. Dans quelle baie on va s'installer? Les marées, la houle. Il y a tellement de facteurs à penser que c'est constamment des questions à te poser. Mais tu as le temps parce que les journées, bon, ils peuvent être super chargés comme ils peuvent être super relax. Tu fais juste de la navigation puis que, bon, tu as le temps de partir dans tes pensées puis de rêver. Mais même à ça, même en navigation, ben, c'est toujours des manœuvres, de voile. Tu arrives à ton point B, ben là, c'est l'ancre, comme voile. Bon, il y a plein toujours des manœuvres. Ouais. Puis sinon, ben, pour la vie, au jour le jour, ben, c'est sûr que, tu sais, faire ton lavage, sur un petit bateau comme le nôtre, t'as pas ta laveuse sur ton bateau. Non, c'est ça. Tu le fais à la main ou tu vas le laver quelque part. Non, c'est ça. Exactement. Tu le fais à la main. Si tu le fais à la main, ben, tu l'accroches dehors sur ton bateau. Mais là, après ça, ça se peut très bien que, même si c'est accroché, il y a un bon coup de vent, tu perds tes petites culottes à la dérive. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toutes des choses que, bon, je pense pas, mais qui sont tellement dans la vie réelle de vivre sur l'eau. Juste faire la vaisselle. On faisait la vaisselle à l'eau salée, puis on rinçait un peu à l'eau douce. Ça, c'est tous des trucs encore. Tu sais, on avait notre bac qu'on remplissait d'eau salée, on se mettait en arrière du voilier. Mais quand même, tu sais, c'est tout différent, mais ça a tous ses bons côtés. On est assis sur le derrière de notre voilier face à des îles de sable blanc avec des petits palmiers, l'eau turquoise, puis on lave nos petites assiettes, on s'entend, c'est chill. Oui, c'est agréable de faire la vaisselle. Mais c'est juste un autre... Ouais. Un autre mode de vie, c'est ça, c'est de s'habituer c'est de changer un peu ses rituels, dans le fond. C'est tout simplement ça, c'est qu'on est habitué à avoir une procédure X, Y, Z, mais là, c'est juste la procédure est un peu différente en voilier. Puis le ciel étoilé le soir, ça va être magnifique. Tu sais, quand... Nous, d'ailleurs, on regarde beaucoup les étoiles. Encore une fois, par mon père, je connais quand même plusieurs trucs du ciel. Puis, écoute, en pleine mer, on a des souvenirs, là, en pleine mer, en faisant une grosse traversée, mettons, de nuit entre deux îles, on a eu des cieux. Des cieux? Un ciel. OK. Je sais quoi c'est. Des présences. Non, mais on a eu un ciel étoilé à chaque fois qu'on faisait des bonnes navigations. C'était magnifique. On a vu autant d'étoiles en même temps. Le ciel est blanc d'étoiles. Tellement. Il n'y a comme aucune pollution lumineuse ou vous avez vraiment juste le spectacle. Puis, y a-t-il eu des moments, justement, on repense à cette épopée-là, ces 8 mois-là, un moment marquant où une personne, peut-être d'autres gens sur des voiliers que vous avez rencontrés ou juste un beau moment tout seul sur une île? Je vous lance des idées comme ça, mais vraiment un moment qui vous vient, là. Ben, il y en a mille. Il y a un moment, quand on parle d'étoiles, il y a un moment qui était incroyable, puis je peux en dire un autre après dans nos coups de cœur, mais Julien parlait d'une traversée entre deux îles qu'on a dû faire. C'était une traversée de 36 heures. Puis, dans la nuit, il y avait tu choisis toujours une bonne fenêtre météo, mais des fois, ça peut changer. Tu ne sais jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais là, cette nuit-là, c'était la mer calme, du vent, juste assez pour qu'on puisse ouvrir les voiles, le génois, la grande voile, au complet. On avait une super belle allure. Il y avait juste la petite lumière blanche qui éclairait la voile blanche. Wow. C'était des étoiles.
d'un bout à l'autre du ciel. C'était incroyable. Puis on a eu un moment qu'on n'a pas parlé, on s'est regardé, puis on dirait que le moment était tellement intense qu'on n'a même pas su dire quelque chose. Tu sais, ça a été là, juste notre regard qu'on s'est compris, puis on s'est dit, OK, ce moment-là, c'est gravé dans notre mémoire la vie. C'était magnifique. Le silence, en fait, t'entends juste même pour aller plus loin, le seul son qu'on entend, c'est l'eau qui déferle en arrière de la coque. En plus, dans cette petite eau-là qui déferle, il y a les planctons lumineux qui font comme des, tu sais, comme les phosphorescence, luminescence. Ouais, exactement. Donc, tu as les étoiles dans le ciel, tu vois tes voiles, c'est tout tranquille, on a une belle navigation, on est face à face. Tout ce qu'on entend, c'est l'eau, on a les planctons lumineux qui illuminent autour du bateau. Pour vrai, c'était priceless, fou. On va s'en rappeler toute notre vie, c'est sûr. Ça, c'est un moment on en a parlé, reparlé quand les gens nous posaient des questions sur notre trip. C'est clair. C'est clair. En plus, comme tu disais, avec les planctons, moi, je sais, j'ai vu ça une fois dans ma vie. C'est quand j'étais allée à Porto Rico, mais c'était pas pareil. On était en kayak, tu sais, mais c'était un peu... En tout cas, j'étais en bateau, tu sais. Mais c'était pas de moteur, c'était juste... Mais pour l'anecdote justement de vie sur un bateau, quand je dis que tout est différent, nous, avant, on en avait vu... Moi, j'en avais vu au Mexique. Sinon, quand même, quand tu fais de la voile en mer et tout... Au Bahamas, il y en a beaucoup. En tout cas, bref. On avait quand même vu. Mais chose cocasse d'un voilier, la toilette, quand on flush, ça prend l'eau de la mer. OK. Donc, si tu vas aux toilettes la nuit, puis que tu flushes, ben dans la toilette, tu vois des planctons lumineux qui... Dans la toilette. On s'entend que c'est... Ah non, pour vrai, c'est quand même drôle, parce que quand tu fais ça pour la première fois, tu dis « Wow! » genre, c'est magnifique ce qui se passe dans les toilettes au moment, mais... C'est comme un glade naturel. C'est comme un glade, parce qu'il y a des gens que, peut-être qu'un jour, ils vont en voir, ils n'en ont jamais vu de leur vie. Ouais. Mais sur un bateau, vu que ça prend l'eau de la mer pour flusher, il y en avait dans la toilette même. Genre, c'était quand même... Vous êtes éclairé au naturel. Oh mon Dieu, j'adore. Quelle belle anecdote. Puis, fait que suite à ça, après ces 8 mois-là, vous avez décidé de laisser, c'est ça, votre bateau en République dominicaine, puis de partir avec votre sac à dos, puis là, de vraiment faire plusieurs voyages, partir à l'aventure. Ça a été quoi les différents, tu sais, peut-être juste énumérer un peu les différents pays que vous avez faits jusqu'à votre partie en Australie, où on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Fait que ça a été quoi un petit peu les différentes places? On est passé, des fois c'est un peu étrange comme itinéraire, mais bon, on est passé de République dominicaine jusqu'au Mexique. Okay. Sur la côte ouest, on est allé surfer, on est allé faire de l'aide aussi dans un refuge animal pour la construction, pour aider des amis et tout ça. On a bâti un poulailler. Un poulailler. Pour vrai? OK. Fait que vous avez des amis qui sont installés là-bas, que c'est leur business à eux ou ils étaient là pour... C'était dans le village, Dans le village où on a un ami qui habite. Il nous a mis en contact avec des locaux du village qui, eux, avaient l'idée de partir un sanctuaire d'animaux. Puis, on s'est donné... on a même habité sur le terrain, parce que c'était pas encore un sanctuaire. On a habité sur le terrain un peu en échange. On a fait un poulailler, on a fait des murs pour fermer des enclos pour les chiens errants. Ça, c'est entre autres ce qu'on a fait au Mexique. Ouais. Aujourd'hui, on regarde le site, le Facebook page de... C'est rendu un gros sanctuaire. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, là. Nous, on était là à la base. Il y a des poules dans le poulailler. Oh, mais mon Dieu, c'est magnifique. C'est toujours le fun, je trouve, d'aller dans des endroits comme ça, dans les sanctuaires. Moi, je l'avais fait une fois en Inde, puis on dirait que c'est des choses qui sont importantes. T'sais, quand tu voyages, puis tu peux aussi donner de ton temps, puis te permettre la réalisation ça doit être, j'imagine, un organisme à but non lucratif ou c'est un... c'est ça. C'est clair. En fait, au final... Tu sens bien, là, après, c'est comme un apaisement de... J'ai aidé, ça fait du bien, ça va faire du bien aux autres. Mais bref, ça faisait partie de notre 3 mois au Mexique. Voilà. Okay. Ensuite, on s'est dirigé à Yucatan, au Honduras, pendant un mois où on est allé faire beaucoup de plongées sous-marines, évidemment. La famille qui sont venus nous voir, ma sœur et sa petite famille. Après ça, c'est là qu'on a traversé, on est allé en Malaisie. OK. On a passé un peu de temps en Malaisie, sur les îles et tout ça. On s'est promené, on a fait un peu de plongée aussi. Après ça, on est allé à Java. Indonésie,
Non, excuse-moi, à Sumatra. Donc, OK. Sumatra, ça, on est allé dans les îles Mentawai faire un trekking de 5-6 jours avec des tribus qui vivent encore de la nature en plein milieu de l'océan. C'était complètement Non, ça, c'est fou. Ouais, Quoi? ça, c'est Mentawai. Mais là, tu parles de Sumatra. Ben, Sumatra, Mentawai. Ouais. OK. J'imagine que c'est tout On en qu'un fait des challenge détails, que je vous demande de Ouais. revoir votre itinéraire de... Ouais. Donc, bref, en gros, l'Indonésie, Sumatra, les OK. îles Mentawai, comme je disais. Ensuite, Java. Ensuite, Bali. Bali, on considérait ça comme des vacances. Tu sais, Bali, c'est Bali, on s'entend, c'était magnifique. On a adoré. Mais c'est là qu'on s'est gâté un peu plus. Après tous les voyages un peu plus roots qu'on faisait, backpack, Bali, on s'est posé un peu des bons restos, un peu de magasinage. Après tout ce temps-là, avec, tu sais, quand même, on vit dans un pack-sac. Donc, ça prend une pause de voyage. Oui, des fois, c'est ça. Une pause, un voyage qui fait la pause du voyage. Ouais, quand même. Un voyage dans un voyage. Ouais. Et après, Philippines, un des coups de cœur pour ceux qui aiment l'eau comme nous, c'est juste mind-blowing là-bas. C'est des îles et des îles. Tu fais des island hopping, qu'ils appellent. Tu sautes d'île en île en petit bateau typique, puis c'est magnifique. Puis là, on est arrivé en Australie parce que... On n'avait plus de cash. Ouais. Chose qui risque d'arriver, du moins, ça fait partie du voyage. À un moment donné, il faut renflouer ses coffres. Exactement. Puis ce que j'aime de votre approche, c'est que, tu sais, vous avez 2 fois dans votre voyage, vous dites que vous êtes allé pas mal all-in, c'est-à-dire que, tu sais, vous avez dû investir dans une formation pour vraiment devenir, tu sais, faire une job qui est un petit peu plus qualifiée, puis de bien gagner votre vie en voyage. Fait que parlez-nous un petit peu de ce all-in-là en Australie. Bon, en Australie, en gros, les premiers mois, on les a travaillés dans des restaurants sur la côte ouest, donc dans le coin de Perth, à Fremantle plus précisément. C'était génial, c'était parfait. Mais tu sais, travailler dans des restaurants, on s'entend, bon, le salaire, premièrement, c'est pas le plus gros salaire. Deuxièmement, t'as une vie autour. Tu te fais des amis, tu vas prendre une bière après avec les gens avec qui tu travailles. Finalement, tu vas faire l'apéro, comme on dit en France, sur la beach. Bref, finalement, l'argent que tu fais, tu ne stacks pas vraiment dans les comptes pour continuer de voyager. Donc, notre all-in, c'est qu'on a pris un train. Non, premièrement, on est allé prendre des vacances à Lombok, en Indonésie, surfer un peu, 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'argent pour vrai, là, pour continuer à voyager? C'est pas en travaillant dans un resto puis en ayant une vie trop sociable qu'on va finir par économiser. Donc là, on a pris un train, on est allé à Kalgoorlie, qui appelle. C'est pas mal c'est vraiment deep dans les terres de l'Australie. Dans le bush australien. Puis là-bas, dans le fond, c'est dans l'Est? Dans l'Ouest? Dans l'Ouest, oui. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est 8 heures de train en partant de Perth, c'est 8 heures de train inland, donc dans les terres. Donc là-bas, c'est si le village existe, c'est parce que c'est la plus grosse mine d'or à ciel ouvert. Bon. Non, c'est pas écolo, non, c'est pas vraiment nos valeurs, etc. Mais bon, tu vas là-bas, puis... Tout le monde nous parlait de ça, tu sais. Si vous voulez faire une passe d'argent, ben allez-y, ils cherchent des gens, ils cherchent du monde. Travailler dans le monde des mines, bref. Ouais. OK. Puis pour travailler dans le monde des mines, quand tu arrives sur place, tu te rends compte que, justement, comme on disait, faut que tu fasses des formations pour avoir des tickets. Les tickets, en gros, c'est pas mal tout du safety, là, genre safety en hauteur. Confined spaces, c'est des endroits confinés pour ça prend des tickets pour entrer dans des endroits confinés pour travailler. Il faut que tu aies eu la formation de sécurité pour faire ça. Donc là, ça coûtait du cash, mais on n'avait plus de cash. On voulait travailler, mais là, il fallait trouver de la job. Donc ça, c'est des moments quand même plus rough. Dis, bon, faut que je fasse ça. Est-ce que vraiment je vais réussir à me trouver une job ou je vais avoir dépensé tout cet argent-là, finalement, ça ne me servira à rien. C'est ça. Il n'y a pas de job garanti, là, dans le fond. C'est que vous prenez un bet. Puis ça a été comment le processus? C'était une fois, bon, vous avez investi à peu près combien pour cette formation-là? Ben ça, c'était comme 400. Après ça, moi, j'en avais fait d'autres autour de en dollars. C'est quand même des sous, là. Oui. Puis ensuite, de faire le processus pour être engagé là-bas, est-ce que c'est quand même facile en tant que voyageur? Tu sais, comment ça s'est passé pour vous? Ils disent quand même quoi faire. Tu es dans les agences de recrutement, puis tu t'inscrives, tout ça. Faut que tu y retournes à chaque
2 jours pour dire « Salut, je suis encore là, je cherche toujours de la job, j'en ai pas trouvé. » Fait que, en gros, c'est ça, t'as quand même des agences qui peuvent t'aider à trouver une job, mais tu sais, quand t'as pas d'expérience, bon, des fois, tu pars en bas de l'échelle, vraiment. Ça, c'est pas évident. Fait que finalement, on n'a pas travaillé dans les mines. Non! Alex, à un moment donné, ouais, je fais un petit jog. Je vois un camion de paysagement, ménage, avec un numéro de téléphone qui est écrit « On engage ». Moi, j'appelle. Le lendemain, j'ai une entrevue pour faire du ménage dans des maisons à Calgary pendant 3 mois. Puis moi, de mon côté, j'ai travaillé un peu avec Alex. Mais sinon, notre moment dans cette fameuse ville-là, j'ai fini par avoir une genre de compagnie de construction qui... J'ai fait de la rénovation résidentielle, encore une fois. Donc, j'avais mes clients, puis j'ai finalement engagé Alex même. On a travaillé ensemble à faire de la rénovation dans ce petit village-là, puis c'était une sacrée expérience pour vrai. Oui. Mais j'adore ça. Ouais, puis vu que c'était une ville en retrait, même peu importe ce que tu faisais, le salaire était super bon. Ça a été pour nous un all-in. On pensait faire quelque chose, finalement, ça allait changer un peu, mais on a réussi à se ramasser de l'argent comme C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un retour à... Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, puis ça l'a permis de juste réutiliser des compétences que vous aviez déjà, puis comme tu l'as dit, de repartir une compagnie de construction, puis vous étiez déjà habitués à travailler super bien ensemble. Mais non, c'est ça, c'est génial. Exact. Puis fait que ça, dans le fond, cette partie-là vous a permis, après ça, de continuer vos épopées, continuer à voyager. Je pense que c'est là, ça se peut-tu que vous êtes allé en Égypte, il y a eu comme donc après l'Australie, on est resté quand même quasiment 10 mois en Australie. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est 1 mois au Sri Lanka, complètement fou, un de nos coups de cœur aussi. Après ça, on a fait l'Égypte, on est allé faire beaucoup de plongée en apnée là-bas. Puis après ça, ça nous a amené en France. En France, on a fait la saison d'hiver dans les Alpes, dans un petit café avec 2 amis français, dont un qu'on a rencontré en Australie, ce qui nous a amené jusqu'à Châtel, en plein milieu des Alpes, qu'on n'avait aucune idée que ça existait. Puis là, il y a eu la saga du fameux COVID. Donc, comme beaucoup de monde, on s'est fait mettre en pause de vie par, pas chance, mais... Par choix. Par choix, premièrement, mais par timing, on a fini par être confinés dans un super beau chalet, pour vrai, dans les Alpes, loin des grandes villes, avec nos amis. Notre confinement, honnêtement, c'était un peu comme des vacances. Là. On n'était pas à plaindre du tout, mais tu vois que c'était omniprésent, cette histoire de virus-là, mais vraiment, en nature comme ça, on ne pouvait pas demander mieux. Bref. Oui. Puis quand il y a eu le déconfinement, là, ça nous a amené... On était encore dans un moment de notre vie où on s'est dit, OK, il faudrait, si on veut continuer de voyager, il faut travailler encore, mais il faut trouver quelque chose qui, justement, va faire encore un gros boost d'argent pour, après ça, qu'on soit libre pour un petit bout. Ce qui nous a amené au all-in numéro 2. Ouais. Oui, mais qui est un petit peu plus rapproché de votre première épopée, là, qui était sur l'eau. Fait que de venir travailler, c'est ça, travailler sur des bateaux. Fait que là, comment je vais arriver avec mon français. Vous avez réussi à vous former pour être apte à travailler là-dessus, sur les bateaux. Ouais, premièrement, se rendre à la bonne place. Ouais. Donc, nous, on est allé dans le sud de la France en se disant, bon, c'est beau, la Côte d'Azur, on a loué une voiture, on s'est promené. On avait déjà le projet d'arrêter dans la ville qui s'appelle Antibes pour faire, on s'était fait dire justement par des amis qui travaillaient dans le domaine. La capitale du bateau. Là. Que c'était là le spot qu'il fallait aller, c'est là que tu vas faire des formations. Mais là, à cause du COVID, tout avait l'air fermé de ce qu'on voyait sur Internet et tout, mais on a décidé quand même de se rendre à Antibes. Une fois rendu à Antibes, on s'est rendu compte que même s'il y avait un COVID, il allait avoir une saison quand même. Donc là, on a fait genre, OK. On est à la bonne place. Ouais, on est à la bonne place, mais on n'a plus de cash. Les formations. Ce sacré cash. Les formations, c'est la totale, c'est minimum 1 000 € chaque. Okay. Donc, 1 000 € ça fait 1 500 $ canadiens chaque. Donc, 3 000 $ juste pour faire les formations. Encore une fois, comme en Australie, tu as les formations, mais tu n'as rien qui te dit que tu vas avoir une job. Donc, là c'était vraiment un moment, encore une fois, comme toujours, les voyages, des hauts et des bas. Oui. Là, on était dans un moment un peu sketchy. Là. On était all-in. On a même demandé à nos parents de nous aider pour payer les formations.
pour pouvoir trouver une job, ce qu'on a fait. Puis, c'était de l'emprunt, là, dans le sens qu'on disait, OK, si on emprunte cet argent-là, on peut le faire, mais notre but, c'était de le rembourser le plus rapidement possible, puis on voulait pas, justement. Fait que là, on s'est dit, on s'est regardé, puis on s'est dit, on se lance, OK, on est d'accord, on se met en ligne, puis on fonce, puis on va y arriver, on va trouver une job, puis on est capable, tu sais. On a foncé, puis on a trouvé. J'ai trouvé un peu avant Julien sur un motor yacht, donc un bateau, un gros yacht de luxe à moteur. C'est pas nécessairement ce que je voulais, mais je me suis dit, bon, OK, on est une équipe, on a besoin de trouver. Quand le capitaine m'a appelé, j'ai dit, c'est bon, je prends la job, puis au moins 50% de l'équipe est casée. Tu sais, on va avoir un revenu, c'est sûr, tout ça. Puis après ça, Julien a continué. Ça a été un peu plus difficile pour lui de trouver. Mais intense, il a finalement trouvé. Des centaines de candidatures. Hein? J'ai dit des centaines de candidatures. Ça a été un processus demandant. Ah ouais, c'est des agences de recrutement, c'est des CV envoyés sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook des jobs sur la Méditerranée pour des bateaux. Des centaines de CV envoyés sans aucune réponse. Là, à un moment donné, ça joue sur le moral parce que tu es dans ton appart que tu payes cher sur la Côte d'Azur, tu n'as plus vraiment d'argent, tu t'es mis en ligne pour les formations que tu as fait. Ça m'a coûté genre 1300 € parce que j'ai fait d'autres petites formations parce que je voulais être marin sur un bateau, ça me prenait d'autres petits trucs. Donc, bref, ça, c'était rough, mais finalement, j'ai un capitaine qui m'a pris sur un catamaran à voile. Donc, j'ai eu une job. Puis, au début de la saison, il y a eu un changement d'équipage sur mon bateau. Donc, Alex est venu me rejoindre sur le bateau. On a fini la saison, les deux sur le même bateau. Ça a été parfait, génial. On ne peut rien demander plus. Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, vous avez vécu la première expérience, c'était votre propre bateau, vous êtes vos propres boss. Puis là, tu arrives dans une dynamique où tu es membre d'équipage. Tu sais, c'est quoi un peu les différences? C'est comment c'est comment d'être employé sur un bateau? C'est très différent. C'est sûr que c'est très différent parce que bon, t'as pas de décision à prendre. Ta tête est un peu plus légère que quand tu as les fonctions de capitaine. Toutes les décisions et que tu penses à tout, comme on l'a dit plus tôt. Fait que là, t'es vraiment plus un employé, mais on a eu la chance d'apprendre énormément de choses justement sur la navigation qu'on savait pas avant. Puis aussi de vivre sur un bateau vraiment luxueux. On va le trouver petit à crime, notre bateau, mais très confortable. Puis des destinations aussi qu'on n'aurait jamais pensé faire. Sauf que, oui, des destinations, mais comme on s'est dit tout l'été, voyager sur un bateau, oui, on a vu toutes les places. On s'est promené, on est allé faire des courses sur terre dans des petits villages paradisiaques en Corse, par exemple. Mais c'est vraiment pas comme le faire quand c'est notre bateau qu'on est libre d'arrêter le temps qu'on veut dans chaque spot. C'est plus relax, mettons, quand tu es sur ton propre bateau. Tu es plus libre de rester longtemps dans les places que tu aimes parce que notre saison, c'est quand même du go-go-go parce qu'il y a des clients qui payent quand même des prix pour faire des belles vacances. Donc, oui, il y en a qui veulent être relax un peu, mais des fois, il faut que ça roule pour qu'ils voient plusieurs spots dans le peu de temps qu'ils parlent. Donc, c'est vraiment différent. C'est intense, mais ça vaut le coup pour vrai. On a eu une super belle été avec un capitaine cool, un beau bateau. On a eu des gens géniaux à bord, donc on peut rien dire. Puis en même temps, ça vous fait voyager aussi, ça vous fait voir autour, étant donné normalement, c'est combien de temps quand vous partez en bateau avec un bateau privé comme ça? Ça varie? La saison? En fait, c'est ça. Oui, la saison, mais surtout, mettons, à chaque fois que vous allez sur un bateau, que vous partez avec ce bateau privé-là, vous êtes combien de temps, mettons, avec la gang? Ça varie? En gros... c'est toujours le même bateau. Tu es engagé sur un seul bateau pour la saison. Donc, la saison, en temps normal, sans COVID, c'est à peu près 6 mois, 5-6 mois. Je dirais plus 6 mois. Là, ça a duré 4 mois. Donc, tu vois que ça le rétrécit à cause de notre ami.
Puis après, ça dépend des gens qui bookent les bateaux. Si c'est un bateau charter, nous, c'était charter, donc location et privé. Donc, le propriétaire qui venait passer du temps sur son bateau avec sa famille, ses amis. Donc là, ça dépend combien de temps les gens qui louent le bateau ou le propriétaire prévoit passer à bord. Donc, par exemple, on a fait 2 charters de 2 semaines chaque en Corse. Donc, on a fait des beaux tours de la Corse. Donc, ça dépend de combien de temps les gens bookent le bateau. OK. Puis nous, quand il y a des gens... c'est ça que j'allais dire. Nous, on a été sur le bateau. Du jour où j'ai embarqué sur le bateau, j'ai débarqué il y a 2 jours. J'ai habité, ça a été ma maison. On a encore une fois vécu sur l'eau, mais vraiment dans une autre dynamique. Ouais. Puis quand il y a des clients à bord, ben nous, on est à 100% pour ne pas dire à leur service, mais on est à leur écoute. Puis tu sais, on va tout le temps être là pour répondre à leurs questions ou faire à peu près ce qu'ils veulent. Même si c'est nous qui prenons les décisions finales, côté météo, côté réalisme de la chose. Mais bref, en gros, c'est ça. OK. Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis aussi, le fait que maintenant, étant donné, bon, ça a peut-être été dur d'avoir la première embauche, si on veut, mais une fois que tu es là, une fois que tu es connu, tu as eu ta première expérience, si j'ai bien compris, après ça, c'est facile d'être un peu dans la boucle, puis d'être appelé, puis de vraiment renouveler tout ça. C'est ça. C'est facile. C'est vraiment le 90% des jobs qui sont offerts, par exemple, sur tous les groupes Facebook, ils demandent tout le temps au moins une saison d'expérience. Même si c'est un peu absurde pour nous parce que on a genre, tu sais, avec le bateau à mes parents. Oui, j'avoue. Moi, j'étais très jeune, je faisais de la voile aussi avec mes parents puis mon frère. Puis, bref, on a comme un 10-15 ans d'expérience en voile. Mais vu qu'on n'avait pas une saison dans l'industrie du bateau, si on veut, ben ça a été hyper dur pour ça parce que les gens, ils nous répondaient non, ça prend minimum une saison. Mais tu sais, on n'avait pas à dire oui, mais regarde mon profil. Mais des fois, ils s'en foutent. Ils veulent vraiment que tu aies eu une saison. Donc, je comprends. Quelqu'un nous donne cette chance. Mais c'est tout le temps ça. Là, c'est bon, tu es rentré dans l'industrie. Puis je pense que tu peux relativement facilement trouver des jobs les saisons suivantes. Puis est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous aimeriez renouveler ou le but, là, c'est comme vous l'avez fait, mais là, le but, c'est de retourner sur votre voilier puis de continuer l'épopée un peu plus en solo? C'était quoi un peu, mettons, les plans à venir? C'est sûr que... notre capitaine... on a l'option d'y retourner l'année prochaine. Il nous a proposé de faire la saison prochaine, donc on a dit oui parce que c'est ce qu'on envisage pour les prochains moments. D'ici là, on a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Il faut déjà aller chercher notre voilier à nous, revenir vers chez nous. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Fait que oui, on peut y aller, on peut retourner. C'est sûr qu'il y a une industrie, il y en a beaucoup à découvrir là, dans cette industrie-là. Donc, on n'est pas fermé à y retourner, mais pas du tout. Super. Puis là, j'ai envie de connaître, en fait, un peu plus le côté... tu sais, qu'est-ce que la mer, qu'est-ce que vos expériences en mer vous ont enseigné? Mettons, on vous regarde toutes les deux il y a 3 ans, avant votre départ, puis vous maintenant. C'est quoi un peu les takeaways de ces belles expériences en mer-là? Autant sur vous, la vie en général? Je sais pas, là, on jase, là. Ouais, on jase. Côté prendre son temps. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire la même chose. Décrocher, arrêter de penser à, tu sais, OK, as-tu un rendez-vous, de se mettre des moments précis où qu'on doit arriver quelque part ou une espèce d'horaire ou d'agenda ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que tu n'en as pas sur un bateau. Puis c'est merveilleux comme ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est le point le plus fort. Moi, je dirais, en lien avec ça, je dirais s'éloigner du stress, s'éloigner un peu du rythme de vie à fond des villes, d'un peu plus ce qui se passe sur Terre, parce que honnêtement, c'est une grosse différence entre ce qui se passe sur l'eau et ce qui se passe sur Terre. Puis nous, Alex et moi, on s'est vraiment retrouvés là-dedans. On s'est lancé là-dedans en ayant fait de la voile seulement sur un lac. Mais maintenant qu'on a fait tout ce qu'on a fait avec notre voilier, maintenant qu'on a fait une saison sur le catamaran où on était, on sait très bien qu'on est fait pour ça, de revenir dans des grosses villes avec le stress, la rapidité, vraiment, c'est un peu intense. Puis je pense que ça nous a vraiment, moi personnellement, en tout cas, si je peux dire que ça m'a changé sur quelque chose, c'est vraiment que je pense plus que j'aimerais ça être en lien direct avec le stress, puis la pression d'être obligé de faire quelque chose. Ou en tout cas. Tu es tellement connecté avec la nature quand tu vis sur l'eau. Tu es à 100%. Tu sais,
l'élément premier, c'est l'eau. Puis c'est avec ça que tu vis. C'est avec ça que tu essaies d'être sur la même longueur d'onde. Puis c'est vraiment connecté avec... c'est paisible, c'est relax. C'est pour ça qu'après ça, quand tu reviens sur Terre un peu, puis dans des grosses villes, tu te sens comme agressé par le bruit, par tous les gens qui sont autour de toi. C'est vraiment, vraiment deux mondes différents. Oui. Fait qu'essayer de trouver c'est ça, vivre un peu plus éloigné des grands centres, être plus soit dans le bois ou, ou du moins continuer à vivre solo, qui sait. Ouais. C'est pas parce qu'on est rendu sauvage, là. C'est juste qu'on feel comme ça un peu. Oui. Non, mais on a vécu, hein, la ville, tout ça, on a trippé, on a habité 5 ans à Montréal mais là, quand tu vis ce monde-là sur un bateau, ça change un peu. Là, tu sais, ça modifie tes... C'est ça, la notion du temps aussi, c'est juste l'idée de prendre son temps, d'être dans le moment, quand tu le disais, t'es à l'affût de la météo, tu te rends compte que c'est ça, des fois il y a comme un stress peut-être qu'on se met à nous-mêmes qui n'est pas nécessairement des fois fondé, ou quand on se ramène juste au moment présent puis à la nature, c'est comme OK, c'est ça la vie, c'est ça prendre son temps puis vivre, tu sais. Mais... On prend le temps d'avoir le temps sur un bateau. Ouais. Puis, hey, petite question rafale, est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui. Ils sont pas très longues. Est-ce qu'il y a une peur que vous avez délaissée dernièrement? Moi, j'en ai une. Parce que je parlais pas anglais quand je suis partie du Québec. OK. Je parlais anglais très, très, très basiquement. Puis c'était un de mes buts premiers d'apprendre mon anglais puis de devenir bilingue avec ce voyage-là. Mission réussie. Puis quand tu parles pas une langue, t'as toujours la peur de parler la langue parce que tu te dis, oh my God, les gens comprendront rien, je vais me tromper, je vais dire n'importe quoi, je sais pas comment dire ça. Bon. Fait que, bref, cette peur-là, elle est partie à 100% de moi. Puis ça, j'en suis fière. Puis Julien m'a énormément aidé dans tout ce processus-là, puis c'est fait. Et moi, j'ai peur de rien. Peur de rien, that's it! J'aime ça! Non, c'est pas vrai, je pense pas à un truc maintenant, mais sûrement. Sûrement, oui. Non, c'est ça. Puis, le plus beau coucher de soleil que vous avez vu en mer, il était où? Oh. Partout, pour vrai. On s'entend que vivre sur un bateau, tous les couchers de soleil chaque soir sont différents ou presque. S'il n'y a pas de nuages, je t'avoue que ça devient un peu du pareil au même, genre t'as l'eau, t'as le soleil, mais ça reste magnifique. Mais le plus beau, en plus, pendant super longtemps, on a pris des photos de chaque coucher de soleil qu'on a vu. Mais quand je parle de longtemps, c'est genre sur 1 an et demi au moins dans notre voyage de 3 ans. Bon, là, on va les regarder puis on te répondra au prochain. Envoyez-moi une photo. Je la mets dans le podcast. J'avoue que c'est... En plus, c'est cool que tu demandes la question parce qu'avec Spimo, on est vraiment des sunset lovers. Genre, encore ce soir, on en a vu un à Cinque-Terre en Italie, c'était magnifique. Mais les sunsets, on est vraiment fans. J'avoue qu'on en a vu plusieurs, des fous sur l'eau avec des îles en silhouette, limite. Pour nommer un coucher de soleil, là, je serais pas capable. Ils sont tous beaux à leur façon, ils sont tous comme différents. Honnêtement, right. J'ai vu, accepté, réponse acceptée. Mais attends, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas long, on était sur le catamaran sur la Méditerranée. Je voyais le coucher de soleil qui s'en venait avec le rayon de soleil sur l'eau. J'ai vu 2 dauphins sauter dans le rayon de soleil, genre pile poil comme les t-shirts en Floride. Là. Oui! Pile poil. J'ai vu ça de mes yeux. Oh my God! Genre synchronicité du dauphin. Wow! Ça, c'était quand même quelque chose. J'avoue que j'étais avec la... Mais j'étais pas là. Il n'était pas parfait. Bon, il va en avoir un autre synchronicité comme ça. Puis je termine là-dessus. Un fait wild sur vous. Un fait sauvage. Un fait... Wild. Quelque chose qu'on ne sait pas sur vous, que vous partagez peut-être pas sur les réseaux sociaux. Okay. Vos parents ne savent pas? Merde. Julien danse très bien. Oh! Ça peut en être un. J'ai quand même la danse facile. Je m'amuse à danser à gauche à droite. J'entends des tunes. Des fois, je me déhanche dans notre Airbnb ou je me déhanche sur une île. Puis la raison pourquoi c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'Alex est jamais assez rapide pour sortir un téléphone
Là, elle est comme, recommence. Mais moi, je suis tout le temps genre, c'est plus naturel. Ah non, c'est plus naturel, c'est du one shot deal. Fait que ça, j'avoue que ça, c'est fréquent. Genre, tu me fais souvent des danses, des trips. Ah, j'avoue. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on connaît pas sur nous? Ben, sinon, si on reste sur la danse, moi, j'ai dansé très, très, très longtemps dans ma vie, pendant 24 ans, mais c'est pas wild, mais c'est quand même, c'est dans le même sujet. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait de wild? On s'est fait des tatous dans quelques pays depuis qu'on voyage. OK. Fait que quelques tatous, quelques tatous en plus. Vous avez fait pas mal de... On va en avoir un nouveau encore dans genre 2-3 semaines. OK. Voilà. Génial. Super. Écoute, merci tellement. Mais là, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on peut vous suivre dans vos épopées. Autant Instagram, Facebook, dites-moi tout ça. On veut continuer à vous suivre. Instagram, Facebook, sous le nom de notre voilier du départ, puis c'est ce qui nous... Regardez, vous pouvez voir ici, justement, un tatou. On a le nom. Ah, mais tombe pas. Attends. Je vais déboutonner mon bouton juste pour la cause. Ça. OK. Génial. Ben oui, votre logo. C'est le logo de notre bateau. C'est un A avec l'eau. En même temps, c'est des voiles. En même temps, c'est un peu la montagne. Donc, ça s'appelle Andraloha, comme tu as dit au début. Donc, Andraloha. Donc, Andraloha. Puis Instagram, Facebook, on met des photos, on met des petites histoires, des petites vidéos. Voilà. Génial. Puis sinon, on a hâte de vous voir de retour dans votre épopée de retour, peut-être, du moins en janvier. On va aller faire un petit coucou sur votre bateau, OK? Allez, vous êtes tous bienvenus. Ah, c'est ça. C'est une invitation générale. Merci beaucoup, là. Je vous souhaite une super belle soirée. Profitez bien de l'Italie. Merci à toi, Maud. Bye-bye. Bye. Merci.